Elle s'appelle Bianca, je suis marié depuis 5 ans. Et si on m'avait dit il y a 5 ans que la femme qui m'avait un jour acclamé quand je lui avais annoncé mon intention de créer ma propre entreprise me demanderait un jour de réduire ce rêve à néant pour un dîner, j'aurais ri. Mais nous étions là, assis à une table trop rutilante pour paraître réelle, entourés de gens qui arboraient leur richesse comme une armure sur mesure, sirotant quelque chose qui coûtait probablement plus cher que mon premier MacBook. L'air du soir était rafraîchi par les murmures de Vince, blotti dans une moulure, et le cliquetis des couverts était presque rythmé, tel un métronome pour un monde dont je ne m'étais jamais vraiment senti membre. Nous étions chez Jocelyn, sa meilleure amie d'enfance. Jocelyn, qui s'appelait désormais Joss, organisait des dîners comme celui-ci une fois par trimestre, juste pour montrer à la ville qu'elle n'avait rien perdu de son charme depuis son mariage avec un homme qui possédait plus de mètres carrés qu'une aile d'hôpital. Le mari de Jocelyn, Graham, était un investisseur en capital risque. Le vrai riche rencontre le genre de personnes qui aiment les nouvelles technologies. Apparemment, il venait d'acheter son deuxième yacht. Plus petit que le premier, conçu pour les escapades rapides, avait dit quelqu'un, comme si c'était une expression courante. Les assiettes étaient d'un blanc éclatant avec une bordure dorée, et chaque serviette était pliée d'une manière qui devait porter un nom français. J'ai tendu la main vers le verre de vin rouge à ma place, juste au moment où Bianca se penchait, souriant avec cette grâce crispée qui rend si jolie quand on n'y prête pas attention. « S'il vous plaît, ne parlez pas de votre travail ce soir. C'est juste leur financement, murmura-t-elle, son souffle chaud contre ma joue. Un instant, je crus l'avoir mal entendu. Ma main se figea en l'air, les doigts effleurant à peine le pied du verre. Je clignai des yeux une fois, 2 fois, puis la regardai, cherchant sur son visage une blague qui n'y était pas. Elle affichait toujours un sourire crispé et brillant, le genre de sourire qui n'était que pour la forme. Le genre que je voyais de plus en plus depuis que Jocelyne était réapparue dans nos vies avec son cercle intime, ses dîners et ses opinions. Bien sûr, dis-je doucement. Elle ne remarqua pas le silence dans ma voix. Ou peut-être le remarqua-t-elle et fit-elle semblant. Je suis cofondatrice d'une start-up de diagnostic médical, Biometric Health. 3 ans de travail acharné, de nuits blanches, de vacances manquées et de nouilles ramen. Le mois dernier, nous avions franchi une étape importante de financement et déposé un brevet pour un appareil qui pourrait changer l'avenir du dépistage précoce du cancer. De la vraie science, des vies réelles. Mais apparemment, ce n'était pas aussi charmant que les portfolios et jets privés. Je la regardais rire à une blague de Layton, l'un des hommes assis en face de moi, les dents trop blanches pour être naturelles, son blazer si pointu qu'il semblait tranchant. Il parlait de vignoble et de circulation comme si c'était la pire chose qui lui soit arrivée cette année. Les autres hochaient la tête avec sympathie, serrant leurs verres comme des trophées. Personne ne demandait ce que je faisais. Personne ne semblait curieux. On supposait peut-être que je n'étais pas quelqu'un qui valait la peine d'être interrogé. Ou peut-être que Bianca m'avait prévenu de tout intérêt. Cette prise de conscience m'a fait plus mal que prévu. Lors de notre première rencontre, elle se vantait de moi, de mes idées, de mon dynamisme, de la façon dont je veillais tard à dessiner des schémas sur des serviettes en papier et murmurais des hypothèses dans mon téléphone quand l'inspiration me frappait. Elle m'appelait son savant fou, son génie à capuche. On plaisantait en disant qu'un jour, au dîner, ce serait elle qui raconterait aux gens qu'il avait construit ça. Mais pas ce soir. Ce soir, j'étais censé être du papier peint. J'assistais au plat en silence, hochant la tête quand il le fallait, offrant un sourire occasionnel. Quand le dessert arriva, une délicatesse qui ressemblait à de l'art et avait un goût sucré. Je me suis retrouvé à dériver. J'ai pensé à mon équipe, au labo, au tableur que j'avais l'intention de terminer plus tôt dans la journée. J'ai pensé à notre ingénieur en chef, Samir, qui avait vendu sa voiture pour financer l'achat d'équipements. J'ai pensé aux essais cliniques que nous commencions le mois prochain. Et puis j'ai pensé à Bianca qui s'était penchée, les lèvres près de mon oreille, et m'avait demandé de cacher cette partie de moi pour des raisons d'optique. À la fin de la soirée, Bianca m'a serré le bras et m'a dit, « Ça ne s'est pas bien passé ?» Tout le monde était incroyable. J'ai simplement hoché la tête. Je ne lui ai pas dit à quel point l'air avait été raréfié autour de moi toute la nuit. Je n'ai pas mentionné à quel point je m'étais senti petit dans cette pièce, non pas à cause de qui ils étaient, mais à cause de qui elle m'avait demandé de ne pas être. Sur le chemin de la voiture, elle s'avança d'un pas, ses talons claquant avec assurance dans l'allée. Je l'ai suivie, les mains dans les poches, rejouant son murmure comme si c'était une boucle dans ma tête. « S'il te plaît, ne parle pas de ton travail. » Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas élevé la voix ni fait de scène.
Je me suis juste replié sur moi-même un peu plus que je ne l'avais déjà fait. Cette nuit-là, elle s'est endormie facilement, comme toujours après ces événements, son monde apaisé par une perfection superficielle. Je suis resté éveillé à côté d'elle, les yeux rivés au plafond. Et vers 3h30 du matin, je me suis levé en silence, je suis allé au salon, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai continué à travailler. Pour moi, pas pour elle, pas pour eux, juste pour moi. Ce dîner s'est déroulé comme un rêve étrange. Un de ces séquences surréalistes où l'on est bien réveillé, mais où chaque son est étouffé et où chaque sourire semble vous être adressé. J'étais assis à côté de ma femme, mais à des kilomètres de distance, tandis que la fourchette raclait la porcelaine et que les rires résonnaient dans la pièce comme des bulles de champagne éclatant en plein vol. Je sentais la pression de ma cravate sur ma gorge, je goûtais le côté métallique de mon propre silence. Je n'avais pas dit plus d'une douzaine de mots de la soirée. Bianca brillait ce soir-là. Elle savait toujours briller. Sa robe d'un ton émeraude accrochait la lumière à chaque mouvement d'épaule. Ses cheveux étaient coiffés avec cette élégance décontractée qui paraît naturelle mais coûte $300 et un rendez-vous chez le coiffeur. Elle riait au bon moment, posait des questions avec une curiosité experte et connaissait le titre professionnel de chacun et l'école de ses enfants. Personne ne m'a rien demandé. Pas. Une seule fois personne ne s'est retourné pour me demander, « Et vous, vous faites quoi ?» Parce que je n'étais pas là en tant que personne. J'étais là comme un accessoire, un autre plus sain, le silence. Mon mari. Layton a passé 10 bonnes minutes à parler de ses parts dans une société de gestion de fonds spéculatifs spécialisée. Jocelyn s'est extasié sur un menu dégustation pour lequel elle et Graham s'étaient envolés pour Montréal, littéralement pour un dîner. Quelqu'un d'autre, je crois qu'elle s'appelait Rie, a mentionné qu'elle craignait que le gala d'automne ne coïncide avec son voyage dans le sud de la France. Comment ne pas aller en province en octobre, a-t-elle soupiré comme si le conflit était existentiel. J'ai juste souri lorsque Bianca a jeté un coup d'œil dans ma direction. Elle m'a dit de ne pas mentionner mon travail, et je ne l'avais pas fait. Mais plus je restais assise là, plus je réalisais à quel point cela effaçait une partie de moi. J'étais devenu un fantôme avec une fourchette. Présente seulement par la forme, pas par le fond. Lorsque le dernier plat fut débarrassé, une tarte aux agrumes garnie de fleurs comestibles. Tout le monde s'est levé pour se retrouver sur la terrasse. J'ai suivi Bianca comme une ombre. Je me souviens l'avoir vue remettre une mèche de cheveux derrière son oreille, riant à une remarque de Graham. Elle avait l'air heureuse. Non, elle avait l'air contente, ce qui n'est pas la même chose. Dehors, la silhouette de la ville scintillait au loin, tout en dents de verre et lumière clignotante. Je m'appuyais contre la rambarde et laissais le froid du métal s'infiltrer dans mes paumes. Les conversations bourdonnaient comme des abeilles autour de moi. Pas une seule voix ne s'éleva vers moi. Je n'étais pas jalouse. J'étais détaché. Il y a une différence. La jalousie est brûlante et mordante. Ce que je ressentais était frais. Silence. Le genre de vide qui ne crie pas, qui s'installe. J'écoutais Bianca parler à Jocelyn de l'ouverture d'une nouvelle galerie d'art. Comme si je n'étais pas à 1 mètre d'elle. Elle ne m'a pas une seule fois entraîné dans la conversation. Pas même un regard qui aurait pu me dire que tu devrais entendre ce que Cyrus prépare. Rien. Je suis restée silencieuse pour elle. Nous sommes partis juste avant minuit. Je l'ai aidé à enfiler son manteau, j'ai tenu la portière ouverte. Le chauffeur m'a salué poliment, mais Bianca n'a rien remarqué. Elle était déjà en train d'envoyer un SMS à quelqu'un, son écran luisant contre sa joue. Elle a parlé de la soirée sur le chemin du retour. Joss est incroyable, dit-elle en débouclant ses talons et en posant les pieds sur le siège. Tu as vu sa robe? C'était une Dior vintage. Super, dis-je d'une voix sèche tandis que les taxis recyclaient l'air. Henri envisage d'acheter une villa en Toscane. Elle dit qu'elle pourrait rénover le pool house en studio d'enregistrement pour la visite de son frère. C'est pas dingue? Ouais, murmurai-je. Complètement dingue. Elle n'arrêtait pas de parler de la dernière collecte de fonds de Jocelyn, de la nécessité d'organiser quelque chose bientôt, quelque chose de raffiné, quelque chose qui pourrait égaler ce que nous avons vu ce soir. Ces mots se sont brouillés au bout d'un moment. Je regardais par la fenêtre, laissant les lumières de la ville filer comme des étoiles filantes. De retour à la maison, elle est allée directement se coucher. Elle a dit qu'elle était épuisée et m'a embrassé sur la joue avec la précision de l'habitude, pas de l'affection. Merci d'avoir été incroyable ce soir, dit-elle, sans se rendre compte de l'ironie de la situation.
sans se rendre compte que mon silence, mon obéissance, était désormais ce qu'elle considérait comme extraordinaire, elle s'endormit en quelques minutes. Je restai allongé à côté d'elle un moment, regardant le ventilateur de plafond tourner lentement au-dessus de nous. Puis je me glissai hors du lit. Je me dirigeai pieds nus vers le salon, le parquet frais sous mes pieds. Mon ordinateur portable attendait sur la table basse. Je l'ouvris sans réfléchir, comme si mon corps savait ce dont j'avais besoin avant mon esprit. Il y avait un nouveau message de notre ingénieur en chef, Samir, concernant une avancée majeure dans l'étalonnage des capteurs. J'ouvris le fichier, examinai les données et commençai à peaufiner certains de nos modèles prédictifs. Les heures filèrent. Mes doigts dansaient sur les touches et le rythme, en contrepoint du silence environnant. À 4 heures du matin, j'avais terminé une proposition mise à jour pour notre prochaine réunion avec les investisseurs et pris des notes pour la présentation au conseil médical. J'étais épuisé, mais plein d'énergie. Non pas à cause du travail, mais parce que, pour la première fois de la journée, on m'autorisait à être moi-même. Sans filtre, sans rétrécissement. Dans le silence de 7 heures précédant l'aube, j'ai vu la vérité plus clairement que jamais. Elle ne voulait pas que je sois invisible parce qu'elle ne m'aimait pas. Elle voulait que je sois invisible parce qu'elle n'avait pas besoin que je sois visible. Je ne rentrais pas dans le puzzle du monde qu'elle construisait. J'étais une pièce originale cherchant à se glisser dans un ensemble fabriqué. J'ai jeté un coup d'œil à son sac à main, jeté négligemment sur la chaise près de la porte. À l'intérieur, je savais qu'elle portait une broche en or gravée de ses initiales, offerte par Jocelyn pour sa promotion. Elle s'en servait pour signer les choses qu'elle jugeait importantes. Bianca ne signait jamais rien de ce que je construisais, même pas avec des mots. Les lumières au-dessus de ma tête projetaient cette lueur stérile à laquelle nous étions tous habitués. Quand j'ai vu l'objet du courriel s'afficher sur mon téléphone, félicitations, Forbes 40 promotion de l'année, je me suis arrêté à mi-chemin, incertaine si c'était une erreur, peut-être une tentative de pêche déguisée en flatterie, mais non, c'était réel. J'ai ouvert l'email lentement, le cœur battant, et là, il y avait mon nom, Cyrus Elimin, cofondateur et directeur technique de Biometric Health. J'ai respiré comme si je ne m'étais pas rendu compte que je retenais mon souffle. Pendant un instant, je suis resté planté là, au milieu du couloir, mon téléphone chaud dans la main. Samir m'a croisé en chemin vers la salle d'examen et m'a fait un signe de pouce avant même que je puisse dire quoi que ce soit. On l'a vu, dit-il en souriant. Tu l'as mérité. J'ai hoché la tête. J'ai essayé de sourire. Ce n'était pas que je n'étais pas fier. Mon Dieu, si. Le genre de fierté qui naît du plus profond de la poitrine et qui s'enflamme comme une flamme, mais je n'ai pas couru appeler qui que ce soit. Je ne me suis pas précipité pour le partager. Je suis simplement retourné dans mon bureau, j'ai fermé la porte doucement et je me suis assis à mon bureau. Je n'ai rien dit à Bianca. Pas par amertume. Pas pour la punir, mais parce que j'étais fatigué. Fatigué d'offrir des morceaux de moi-même comme des cadeaux pour qu'ils me soient retournés sans être ouverts. On ne peut pas toujours parler de ses victoires. On ne peut pas toujours dire, regarde ce que j'ai construit. Avant que le silence et la réponse ne paraissent plus forts que n'importe quel rejet, j'ai repensé au dernier dîner, à la façon dont elle s'est penchée vers moi et m'a demandé de ne pas mentionner mon travail, comme si c'était quelque chose de honteux, d'embarrassant, ni audacieux, ni brillant, ni avant-gardiste, mais gênant. Ce soir-là. Ces mots me sont revenus par bribes tandis que je fixais l'écran, la faible lueur des bougies vacillant sur des assiettes d'un blanc éclatant, sa voix comme un murmure derrière un sourire. S'il vous plaît, ne mentionnez pas votre travail ce soir. Et je ne l'ai pas fait, mais Forbes l'a fait. J'ai d'abord cliqué sur l'article numérique. J'étais 5e sur la liste. Un cliché impeccable de notre pitch deck aux investisseurs. Le texte de présentation mentionnait notre travail sur le diagnostic du cancer, nos nouveaux biomarqueurs, le brevet en instance. Des mots comme innovateur, visionnaire, pionnier, des termes que je n'utilisais pas pour moi-même, mais les voir imprimés signifiait quelque chose. Cela signifiait que quelqu'un m'avait vu. Cela signifiait que mon travail comptait. J'ai fait défiler les messages de félicitations des autres lauréats, la publicité pour des montres de luxe que je n'achèterai jamais, et je suis descendu jusqu'au bouton de partage sur les réseaux sociaux. J'ai survolé l'icône LinkedIn pendant une minute entière avant de finalement cliquer. Dans le message, j'ai fait simple. Pas de longue légende, pas de fioritures, pas de mention de Bianca, juste fier du travail accompli, fier de l'équipe derrière. Humble, j'ai cliqué sur publier et fermer l'application. Pas de tag,
pas de remerciements, pas de clin d'œil subtil à une femme qui ne m'avait pas demandé comment s'était passée ma dernière réunion de prototype, ni même ce que nous construisions. Elle ne connaissait même pas le nom de mes collègues de travail quotidien. Elle pourrait vous dire ce que Jocelyn portait jeudi dernier, par contre. Je pourrais réciter les spécifications du yacht de Layton et la superficie du dernier bâtiment commercial de Graham, mais mon étape importante, mon point fort. Elle ne m'avait pas posé la question, pas une seule fois. J'ai gardé mon téléphone éteint pour le reste de la journée. Les félicitations ont afflué malgré tout. Ma boîte mail s'est remplie de collègues, de fondateurs, d'amis de licence qui avaient suivi l'aventure depuis le début. Même mon ancien professeur de chimie m'a envoyé un message. Ne t'avais-je pas dit que tu bouleverserais le monde un jour? J'ai souri. Vers 20 heures, j'étais encore au bureau. Le bâtiment était presque vide, mais je suis resté. Non pas parce que j'avais du travail à terminer, mais parce que je n'étais pas prêt à rentrer. Être à la maison, c'était faire semblant. Être à la maison, c'était observer. Bianca consultait son téléphone et parlait du prochain gala de Jocelyn. Elle faisait comme si mon silence était dû à mon manque d'énergie. Elle ignorait totalement ce qui se passait dans mon monde, et je n'avais plus la force de lui expliquer. J'ai commandé un dîner au bureau. Du shawarma au poulet, trouvé dans un trou dans le mur du pâté de maison, que Samir adorait, et je l'ai mangé seul dans la salle de pause. Sans fanfare, juste une satisfaction tranquille. Plus tard dans la soirée, assise sur ma chaise de bureau, les lumières de la ville se déversant orange et blanc à travers les stores, j'ai sorti un petit bloc-notes et griffonné une citation que j'avais lue autrefois. Je ne savais pas d'où elle venait, mais elle m'est restée en tête. Il y a une solitude particulière à ne pas être célébrée par la personne dont on pensait qu'elle applaudirait le plus fort. J'ai déchiré la page et l'ai pliée en deux. Je l'ai glissée dans mon portefeuille, derrière ma carte d'identité. Ce n'était pas que j'avais besoin de la validation de Bianca, mais je l'avais désirée. J'ai construit quelque chose à partir de rien. J'ai poursuivi un rêve à travers le sang et l'épuisement professionnel. Et quand le monde s'est enfin levé pour applaudir, elle n'était même pas dans la pièce. Mais moi, si. Et pour l'instant, ça devait suffire. Non pas parce que je le lui ai dit, ni parce qu'elle a vu mon message en ligne, mais parce que sa collègue lui a transmis une alerte Google. C'est comme ça qu'elle l'a finalement reçu. À la surprise générale, je suis rentré tard ce soir-là, épuisé par une autre journée de réunions et d'appels stratégiques. Je m'étais arrêté au restaurant vietnamien du coin et j'avais récupéré FO, encore fumante dans le sac en papier qui pendait à mon poignet. L'appartement était silencieux quand je suis entré. Pas de musique, pas de cliquetis de vaisselle, juste Bianca debout dans le salon, son téléphone à la main comme s'il la brûlait. Elle ne m'a même pas salué, ne m'a pas demandé comment s'était passée ma journée. Sa voix a tranché le silence comme une lame. Tu as fait Forbes. Son ton n'était pas joyeux. Il était stupéfait, incrédule, comme si j'avais réussi un tour de magie qu'elle n'avait pas réussi. Approuvé. Je posai le sac sur le comptoir et croisai son regard. Oui, oui, dis-je simplement. Il y eut un long silence, de ceux qui s'étirent jusqu'à s'effilocher. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Demanda-t-elle. Je haussai les épaules, non pas parce que je n'avais pas de réponse, mais parce que j'en avais trop. Je me dirigeai vers le placard, pris un bol et commençai à verser le bouillon lentement, observant la vapeur monter et les volutes paresseuses. Tu m'as demandé de ne pas parler de mon travail, dis-je. Les mots étaient doux, mais ils firent l'effet d'une gifle. Elle cligna des yeux, recula d'un demi-pas comme si l'impact la traversait. Sa bouche s'ouvrit, peut-être pour se défendre, peut-être pour s'excuser, mais rien ne sortit, juste le silence. Elle se tenait là, sa main parfaitement manicurée, serrant toujours le téléphone. L'écran s'était éteint. Ses épaules s'affaissèrent légèrement, comme si le poids de la vérité lui avait arraché quelque chose. Je ne voulais pas dire, sursauta-t-elle, mais même elle n'y croyait pas, non, demandai-je doucement. Pas amère, juste fatiguée. Parce que c'est exactement ce que tu as dit. N'en parle pas. Ne le partage pas. N'en parle pas. Alors, je ne l'ai pas fait. Elle avait l'air d'essayer de faire des calculs dans sa tête, de relier l'homme à qui elle avait demandé de s'effacer lors d'un dîner et l'homme maintenant reconnu sur la scène nationale. J'ai porté mon bol à table et je me suis assis. J'ai pris une bouchée. Le bouillon était riche, réconfortant. Je l'ai laissé emplir l'espace où la colère s'était installée. Bianca ne bougeait pas. Elle ne s'asseyait pas en face de moi comme d'habitude.
Elle se tenait au même endroit, près de la porte, une main sur la hanche, l'autre tenant toujours le téléphone. Tout le monde en parle au travail, a-t-elle fini par dire. Jocelyn m'a envoyé le lien. Même Layton a dit quelque chose. J'ai hoché la tête. Tant mieux pour Layton. Elle a tressailli au ton. Peut-être parce que c'était la première fois que je prononçais son nom sans serrer les dents. Tu aurais dû me le dire, a-t-elle répété, mais plus doucement cette fois. Le temps, comme si elle n'en était plus tout à fait sûre. Oui, dit Joe en soulevant une autre cuillerée. Mais pas avec des mots. Elle fronça les sourcils. Je te l'ai dit de toutes les manières possibles. Chaque soir, chaque matin. Chaque fois que je me taisais parce que tu avais besoin de moi. Chaque fois que je te laissais la vedette parce que je pensais qu'on était dans la même équipe. Je te l'ai dit par mon silence. Je te l'ai dit en restant. Bianca s'assit alors en face de moi. Enfin. Elle ne rayonnait plus. Pas de perfection soignée. Pas de masque de dîner. Juste une femme qui avait compris quelque chose trop tard. Elle ne me félicita pas. Pas vraiment. Elle ne dit pas qu'elle était fière ou émerveillée, ni qu'elle savait que j'en avais la force. Elle resta assise là. J'oscillais entre mon visage et le bord de la table, comme si elle cherchait les mots justes dans une langue qu'elle n'avait jamais apprise. Et pour la première fois, ça ne me fit pas mal. Je ne me sentis pas dévasté par le manque d'éloge ou de validation. Je ne ressentis ni douleur aiguë ni envie. Pour me faire reconnaître. Je me suis senti libre, car dès qu'elle a dit un mot, j'ai tout su. La pièce est redevenue silencieuse, seul le léger bourdonnement du réfrigérateur emplissait l'espace. J'ai terminé mon repas et me suis levé, portant le bol jusqu'à l'évier. Je l'ai rincé, séché mes mains et me suis retourné vers elle. Je ne suis pas en colère, lui ai-je dit. Elle a alors levé les yeux vers moi. On aurait dit qu'elle me voyait pour la première fois depuis des mois. J'ai enfin arrêté de réclamer les applaudissements d'une pièce qui ne me regardait même pas. Je suis sorti de la cuisine et suis entré dans la chambre, sans claquer les portes, sans faire de scène, juste en reprenant mon souffle. Derrière moi, j'ai entendu son téléphone vibrer à nouveau. Probablement Jocelyne. Probablement une autre personne choquée que je sois plus qu'un accessoire de décor. Je m'en fichais désormais. Pendant des années, j'ai essayé de me suffire à Bianca, comme elle mesurait sa valeur à l'image, à la politesse sociale, à l'approbation de personnes dont les noms de famille ouvraient des portes. J'avais plié des parties de moi-même pour épouser cette forme, mais ma forme avait changé et je ne me pliais plus. Des photos de nous au brunch, un plan flou de moi en train de taper à mon bureau. Une vieille photo de notre mariage, parfaitement cadrée autour de sa main sur ma poitrine. Les légendes étaient mielleuses, soignées, performatives. Tellement fier de ce génie que j'ai épousé. Changer le monde en silence. En silence. Ce mot encore. Je l'avais relu une douzaine de fois le matin où elle l'a posté, les yeux rivés sur la lueur bleue de mon écran de téléphone. Assise sur la même chaise où, quelques jours auparavant, j'avais trouvé la force d'arrêter d'expliquer ma valeur à la seule personne censée la connaître. Elle ne m'a pas dit ces choses-là. Pas quand la nouvelle est tombée. Pas quand Forbes a publié l'article suivant intitulé « Cyrus Hellman, le scientifique qui pourrait sauver 1 million de vies ». Pas même quand mon père de Johns Hopkins m'a envoyé un SMS pour me dire qu'il était fier de m'avoir connu avant que j'aie une page Wikipédia. Bianca les a dites en ligne. Elle m'a tagué pour que les autres la voient. Ainsi, ceux dont elle me protégeait pouvaient maintenant la féliciter d'être l'épouse derrière l'homme. Sauf qu'elle n'était pas derrière moi. Pas de la manière qui comptait. Elle était à mes côtés pour les séances photos et devant moi quand la foule s'est mise à m'acclamer. Et pourtant, malgré l'amertume qui me rongeait, je ne l'ai pas affrontée. Je ne me suis pas disputé ni interpellé. Je l'ai laissé Twitter. Je l'ai laissé publier. Je l'ai laissé arborer une fierté d'emprunt comme un manteau de créateur qu'elle venait de retrouver dans son dos. Ses amis ont changé aussi. Layton m'a salué d'une tape dans le dos et m'a traité de visionnaire. Jocelyn a dit qu'elle adorerait me questionner autour d'un café, comme si je ne m'étais pas une fois assise en face d'elle en silence pendant qu'elle débattait de l'éthique de l'achat d'une 3e propriété. Soudain, j'étais intéressante. Soudain, mon nom avait du poids. Je me souviens d'être dans la cuisine du Brownstone de Jocelyn, lors d'une dégustation de vin décontracté un jeudi soir, lorsqu'une ancienne amie d'université de Bianca s'est approchée de moi, verre à la main, les yeux brillants de reconnaissance. « Tu es le spécialiste des diagnostics » a-t-elle dit. « Celui qui a le brevet »
J'ai hoché la tête. C'est incroyable, s'est-elle exclamée. Bianca disait toujours que tu travaillais sur quelque chose d'important. Non, pas une seule fois, mais j'ai souri quand même. Merci, ai-je répondu. Ça a été un voyage. Elle s'est égarée pour remplir son verre et je suis resté là, coincé entre deux vérités. Celle que le monde croyait désormais, celle d'un noble génie soutenu par un conjoint qui me soutenait, et celle que je vivais au quotidien. J'ai construit tout ça dans le silence, sans applaudissements dans le couloir, sans que personne n'attende à la table de la cuisine pour savoir comment s'était passée la réunion. Plus tard dans la soirée, Bianca m'a pris par la taille pendant que je chargeais le lave-vaisselle. Tu as été super ce soir, a-t-elle murmuré dans mon dos. J'ai hoché la tête, les yeux rivés sur le panier à couvert. Elle n'a pas dit, je suis fier de toi. Elle n'a pas dit, je suis désolé de t'avoir demandé de cacher ta lumière. Elle ne m'a pas demandé si j'étais d'accord pour gérer cette célébrité soudaine tout en portant le fardeau de construire un appareil qui changerait ma vie. Elle voulait juste dire que nous étions formidables. Comme si, maintenant que j'avais été validé par les autres, je lui appartenais à nouveau. Mais j'avais déjà cessé d'être présente émotionnellement. Ce n'était pas un choix fait en un instant. C'était une érosion silencieuse, comme une pierre modelée par l'eau. Lent, régulier, inévitable. J'étais toujours présente physiquement. J'assistais au brunch. Je souriais sur les photos. Je l'embrassais sur le front lorsqu'elle se penchait. Mais intérieurement, je reculais d'un battement de cœur. À un moment donné. J'ai commencé à rester plus tard au bureau, même quand ce n'était pas nécessaire. Je trouvais des excuses pour ne pas assister à des événements, prétextant des urgences de laboratoire ou des appels d'investisseurs en avance. La plupart du temps, ce n'étaient pas des mensonges. Mais ce n'était pas la raison non plus. Je ne voulais plus faire semblant. Je ne voulais plus être assise dans une autre pièce remplie de gens qui me voyaient maintenant uniquement parce que quelqu'un d'autre avait braqué une lampe torche sur mon dos. Je ne voulais plus accepter les compliments de gens qui m'avaient à peine regardé. Plus que tout, je ne voulais pas sourire à Bianca comme si de rien n'était. Un soir, je me suis assise sur le canapé avec elle pendant qu'elle consultait son téléphone. Elle a ri à un mème, m'a montré une publication de riz sur son voyage à Ibiza. Puis elle est allée sur sa propre page et a souri en voyant la section commentaires sous une photo de nous. Hashtag couple puissant, hashtag femme reconnaissante, hashtag génie discret. Je l'ai regardé se délecter de likes et d'applaudissements numériques. Tu adores ça, n'est-ce pas? Ai-je demandé doucement. Elle a regardé, je me suis levé, toujours souriante. Qu'est-ce que tu veux dire par là? L'image? L'idée que nous formions l'équipe parfaite. Eh bien, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas obligé. Elle s'est retournée vers son téléphone et je me suis replié sur moi-même. Il n'y a pas eu d'explosion. Pas de dispute. Pas de dispute dramatique où les vérités étaient jetées comme des assiettes. Juste le lent et régulier dénouement d'un fil que j'ai trop longtemps essayé de ne pas effilocher. Je n'étais pas en colère. J'en avais marre de la performance. Une journaliste m'a contacté environ 2 semaines après l'article de Forbes. Elle s'appelait Renée Lo, rédactrice pour Scientific World, connue pour creuser sous la surface des découvertes pour raconter l'histoire de ceux qui les ont réalisées. Son email était respectueux et direct. Elle avait suivi notre travail, m'a-t-elle dit. Elle était fascinée par l'aspect humain de notre start-up, les longues nuits, le pourquoi de la science. Nous voulons entendre votre histoire, a-t-elle écrit. Qui vous êtes derrière la science? Au début, j'ai hésité. Je n'étais pas habitué à ce que les gens me désirent. Ils voulaient généralement ce que je pouvais construire, ce que je pouvais lui présenter, ce que je pouvais financer. C'était différent. Elle ne voulait pas la version peaufinée. Elle voulait la vraie. J'ai accepté. Nous avons convenu d'un appel pour vendredi matin. J'étais assis à mon bureau, le café refroidissant à côté de moi, mon ordinateur portable ouvert, essayant d'avoir l'air suffisamment éveillé pour Zoom et suffisamment calme pour ne pas trop en dire. Renée était perspicace, mais pas performative. Elle posait des questions pertinentes, pas seulement sur notre plateforme de diagnostic, mais aussi sur les débuts, les expériences en atelier, les prototypes qui ont échoué. Elle s'est enquise de notre motivation, pourquoi le dépistage du cancer, pourquoi cette voie, pourquoi maintenant? Et enfin, elle a posé une question que personne d'autre n'avait posée. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ce parcours? J'ai marqué une pause.
Ma gorge s'est serrée d'une manière inattendue. La réponse que j'ai donnée dans ce premier jet était soignée. Claire. C'est une leçon d'humilité, ai-je dit. On apprend beaucoup sur la persévérance, sur ses limites. Je suis reconnaissant de l'opportunité de faire ce travail. Elle a hoché la tête et nous avons terminé l'appel. Je l'ai remerciée. Elle a promis d'envoyer un brouillon. Mais lorsque j'ai fermé l'ordinateur, je suis resté assis là, silencieux. Cette question a résonné. Ce qui m'a le plus surpris, ce n'était pas la science. J'avais toujours su qu'on pouvait déchiffrer le code en travaillant dur. Ce n'étaient pas non plus les obstacles financiers. C'était prévisible. Ce n'était même pas la fatigue ou l'épuisement professionnel. Ce qui m'a le plus surpris, c'est le sentiment de solitude que je ressentais quand mes proches ne voyaient pas ce que je me battais pour construire et combien de temps j'étais resté malgré tout. Ce soir-là, j'ai ouvert le brouillon de réponse que René m'avait envoyé pour confirmer les citations. J'ai relu mes mots et j'ai grimacé en les voyant si clairs, si sûrs, comme quelqu'un qui lit un communiqué de presse. Puis j'ai ouvert un email vierge et j'ai supprimé chaque phrase que j'avais répétée. J'ai recommencé à zéro. Sans filtre, sans performance. J'ai écrit, parfois, les gens les plus proches ne vous critiquent pas. Ils ne veulent simplement pas que vous rayonniez trop loin de leur portée. J'ai plané sur le bouton « Pêcher ». Mes doigts tremblaient légèrement, non pas par peur d'être honnête, mais en réalisant depuis combien de temps je n'étais pas venu. J'avais pêché. L'article est sorti 4 jours plus tard, en version imprimée et numérique. Il commençait par cette citation, au premier plan. Bianca l'a lu au petit déjeuner. Elle n'avait pas beaucoup parlé ce matin-là, se servant juste un jus d'orange et parcourant les pages de son téléphone tandis que les nouvelles chuchotaient en arrière-plan. J'étais en train de beurrer des tartines quand elle a eu le souffle coupé. Puis elle a levé les yeux, tenant son téléphone comme s'il l'avait trahi. « Vous avez dit ça à un journaliste ?» a-t-elle demandé d'une voix basse mais sèche. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai pris une bouchée de tartine, avalé, bu une gorgée de mon café, puis hoché la tête. Je l'ai fait. Son regard a de nouveau parcouru la citation. Je voyais la tempête se lever derrière son visage. Le besoin de reprendre le contrôle du récit, de remettre en question mes mots, de faire en sorte que tout cela la concerne. Vous avez donné l'impression que j'étais jalouse de vous. J'ai donné l'impression que j'avais dit la vérité, ai-je dit calmement. Vous savez de quoi je me sens. J'ai hoché la tête. Peut-être que maintenant vous savez ce que j'ai ressenti. Le silence qui a suivi était plus froid que le carrelage sous mes pieds. Elle est restée là un instant, clignant des yeux comme si elle ne me reconnaissait pas. Ou peut-être comme si elle me voyait pour la première fois. Aucune excuse. Aucune défense, aucun déni, juste de la distance. Elle ne m'a pas adressé la parole pendant 2 jours. Pas de texto, pas de partage. Les repas, pas de remarques en passant. C'était comme si j'étais devenu un invité dans mon propre appartement, un invité indésirable, qui plus est. Mais étrangement, sa voix ne me manquait pas. Je ne ressentais pas de vide. Je ressentais la paix. Non pas parce que je l'avais entendu, mais parce que j'avais enfin dit ce que j'avais à dire, même si ce n'était pas à elle directement. J'avais ravalé cette vérité pendant des années, la gardant entre mes dents. Comme une graine qu'on ne laisserait jamais éclore. Maintenant, elle était sortie et l'air avait meilleur goût. Je suis allé au bureau plus tôt le lendemain matin, je suis resté plus tard le soir. À mon retour, les lumières étaient éteintes dans l'appartement. Son côté du lit était tourné du mien. Nous ne nous disputions pas, nous nous effacions. Et il s'avère que c'est la fin la plus calme, mais non moins définitive. C'était un autre dîner, une autre table, une autre foule triée sur le volet qui semblait connaître les deuxièmes prénoms, les maisons de vacances et les valorisations des start-up des autres. Nous étions assis à une longue table en marbre dans un nouveau restaurant où les chaises étaient trop élégantes pour être confortables, les assiettes étaient arrivées ressemblant plus à des sculptures qu'à des repas. L'éclairage était tamisé, d'une intensité qui rendait la vue difficile, mais parfait pour masquer l'inconfort. Léon, le perroquet préféré de Bianca lors des dîners, en était déjà à son 2e verre de Bordeaux lorsqu'il leva son verre vers moi et s'adressa beaucoup trop fort à Cyrus, le génie discret parmi nous. La table rit, levant ses verres avec plus ou moins de sincérité. Certains le pensaient sincèrement. D'autres suivaient simplement l'exemple de Layton. Bianca sourit comme si elle s'était préparée. Je souris aussi, mais le mien était creux. Tout le monde but une gorgée, et le bruit reprit, les conversations coulant comme du champagne.
Je regardais les visages autour de moi. Jocelyn parlait d'un nouveau gala de charité. Race s'extasiait sur un nouveau portefeuille d'investissement qu'elle lançait. Layton était à mi-chemin d'une histoire sur sa rencontre avec le gouverneur, ponctuée de rires satisfaits. Et moi? J'attendais juste le prochain hochement de tête poli, le prochaine question vide, le prochain compliment qui a parcouru la surface et n'est jamais allé plus loin parce qu'il ne me connaissait pas. Pas vraiment. Il connaissait l'idée de moi, celui que Bianca avait renommé. Et j'avais une lettre mais ce soir, je n'avais pas envie de rester caché. Lorsque le sujet s'est tourné vers l'innovation et que quelqu'un a posé des questions sur les défis de la croissance, Layton m'a de nouveau fait signe. Cyrus probablement s'est pensé à ce sujet, a-t-il dit avec un sourire. Qu'est-ce que ça fait de passer du start-up à rockstar en un an? Tout le monde se tourna, les yeux sur moi. Je me penchai légèrement en arrière, laissant le silence reposer trop longtemps avant de répondre. Parfois, dis-je lentement, vous restez silencieux et vous le confondez avec l'humilité. La table s'est calmée un instant. Je laisse mon regard dériver vers Layton, puis à Bianca, mais ce n'était pas de l'humilité. C'était juste une survie. La fourche de Bianca a frappé son assiette. Pas fort, pas dramatique, mais assez. Assez pour briser le sort. Jocelyn a ri nerveusement et a dit quelque chose sur la façon dont les fondateurs étaient toujours des penseurs profonds. Quelqu'un d'autre a demandé si je voulais dire l'industrie ou les médias. Je n'ai pas clarifié. Bianca ne parlait pas pour le reste du repas. Elle sourit quand elle s'attendait, hocha la tête en cas de besoin, mais je pouvais sentir le gel pousser entre nous à chaque minute qui passe. Elle n'a pas touché son vin, ne m'a pas regardé. Plus tard, alors que nous retournions à la voiture, ses talons ont cliqué fort contre le trottoir, net et rapide. J'ai suivi, les mains dans mes poches, la regardant la colonne vertébrale se raidir davantage à chaque étape. Une fois à l'intérieur, les portes se fermèrent et le conducteur s'éloignait, elle se tourna vers moi, la voix basse et serrée. Était-ce nécessaire? Elle a demandé. Je n'ai pas fait semblant de ne pas savoir ce qu'elle voulait dire. Je n'ai pas fait de confusion ni de m'excuses par habitude. Je l'ai regardée dans les yeux. Tu me dis, j'ai dit. Sa mâchoire se serra. Tu m'as embarrassé. Non, dis-je calmement. J'ai embarrassé la version de moi que vous avez organisée. Celui qui ne parle pas. Celui qui acquiesce poliment pendant que vous brillez. Ce n'est pas juste. Mimi demande des chapeaux des cacher une partie de moi qui compte le plus. Ni l'un ni l'autre ne faisait semblant d'être fier de quelque chose que vous n'avez jamais demandé. Elle se tourna vers la fenêtre. Son reflet dans le verre était fatigué. Ou peut-être que c'était à moi, Cog à côté du sien. Vous saviez à quel point ce soir était important, marmonna-t-elle. Et c'était ça. La vérité. C'était important pour elle, pas pour nous, pas pour moi, juste pour l'image, l'illusion, la performance. Je vais continuer à faire semblant, Bianca, dis-je doucement. J'ai passé trop longtemps le tapis. Écho. Nous avons dormi dans le même lit que nuit, mais c'était comme une frontière qui avait été tracée au milieu. Je ne l'ai pas atteint. Elle ne s'est pas tournée vers moi et je me suis allongé, bien éveillé, sachant avec certitude qu'elle ne me perdait pas. Elle n'avait déjà pas de tempête, pas de porte-slam, pas de match de cris qui résonnait dans le couloir. Juste une note pliée sur l'îlot de cuisine à côté d'un bol de fruits en céramique qui était plus pour la décoration que de manger. Une banane tachetée de taches brunes. 3 pommes vertes encore intactes de la dernière course d'épicerie. C'est comme ça que je l'ai laissé. Calme, prudent, délibéré. J'avais déjà emballé la veille. Juste l'essentiel. 2 sacs à Duffel, un avec des vêtements, un avec du matériel, un ordinateur portable, des entraînements, des modèles de prototypes auxquels je ne faisais plus confiance dans l'espace partagé. Je ne voulais rien du placard sans rendez-vous que nous avons prétendu être trop petit. Je ne voulais pas la photo de fiançailles encadrée. Je ne voulais pas l'odeur de son parfum s'accrochant à la couverture de lancer qu'elle a utilisée lorsque nous avons regardé des films en silence. L'appartement était toujours, le genre d'immobilité qui vous fait prendre conscience de votre propre souffle. Bianca était partie pour le yoga. Je connaissais son emploi du temps, connaissais le bloc de temps que j'avais avant qu'elle ne revienne, rougissait et composait d'un smoothie à la main et d'un commentaire sur la façon dont elle était épuisée. J'ai chronométré ma sortie précisément parce que je ne voulais pas que cela se transforme en scène. Pas par lâcheté, mais parce que j'avais fini de jouer. Même un argument final aurait été un script final. Je ne nous donnais pas ce rappel.
La note était simple. Pas de poésie, pas de surexplanation, juste de la vérité. Je l'ai lu plus d'une fois avant de le placer. Quand tu m'as fait petit pour te faire briller, je suis resté. Quand tu m'as dit de cacher la chose dont j'étais le plus fier, je suis resté. Mais vous m'avez perdu au moment où vous avez essayé de m'atténuer dans une pièce pleine d'étrangers pour protéger votre image. Je l'ai signé avec mon nom. Pas Aimé Cyrus, juste Cyrus. Propre, final. À l'extérieur, la ville s'étendait dans le matin. Les camions de livraison ont grondé. Un chien aboya du balcon de quelqu'un. C'était ironique à quel point le monde était comme le mien, divisé tranquillement en un avant et après. Le taxi attendait près du trottoir. J'ai glissé sur le siège arrière, j'ai donné au conducteur l'adresse de mon nouvel appartement, une chambre de l'autre côté de la rivière. Rien de fantaisie, juste silencieuse, de nettoyage. Alors que le taxi s'éloignait, j'ai regardé en arrière une fois, non pas parce que je n'étais pas sûr, mais parce que je voulais me souvenir de l'immobilité. La façon dont le bâtiment se tenait debout et vitreux, cachant mille choses non dites derrière sa lueur. Le trajet a été court. 15 minutes de trafic, une poignée de lumière. Je n'ai pas vérifié mon téléphone. Je ne me suis pas préparé pour les retombées. Je me suis juste assis là, laissant le silence s'installer dans ma poitrine comme quelque chose gagné. Lorsque je suis entré dans le nouvel appartement, l'air sentait légèrement de peinture et de poussière fraîche. Une seule clé était suspendue à la serrure, encore froide du transfert de l'agent immobilier hier. L'espace était petit, mais pas serré, juste assez. Un matelas se pencha contre le mur. Boîte de cuisine et de laboratoire marquée près de la kitchenette. La lumière du soleil s'est précipitée sur le plancher, coupé la pièce en or et ombre. J'ai expiré et posé mes sacs. C'était à moi. J'ai passé l'heure suivante à déballer. Un tiroir pour vêtements, une étagère pour les cahiers. J'ai mis en place mon poste de travail. Première priorité. Moniteur, cordon d'alimentation, tableau blanc, mes anciens carnets de croquis de laboratoire portaient des années de pression de poche arrière. Tout s'est mis en place comme s'il attendait cette réinitialisation. Vers midi, j'ai préparé du café pour la première fois dans le nouvel espace. Pas de frottement, pas de haricots importés, juste un pot goutte à goutte et une tasse en céramique qui disait la construction audacieusement. Un cadeau de notre premier investisseur de retour alors que nous n'étions que deux gars dans un garage qui croyait trop dur. Je l'ai siroté lentement. Pas de bruit, pas de Bianca se déplaçant derrière moi. Aucune liste de lecture organisée fredonnant de son téléphone, juste mon propre souffle, le tic de l'horloge et le bruit de l'eau s'installe dans des tuyaux. La liberté est rarement bruyante. Cela vient comme ça, calme, discret, avec le péché du café et la douleur des meubles qui attendent d'être assemblés. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas rythme. Je ne lui ai même pas manqué. C'était la première partie, ne s'attendait pas. Je pensais que partir craquerait quelque chose. Je pensais que je m'assoirais par terre et que je ressentirais tout à la fois. Mais il n'y avait que de soulagement parce que je ne suis pas parti impulsivement. Je ne suis pas sorti sur un coup de tête ou dans une rage. J'étais sorti avec clarté. Le genre qui vient lorsque vous réalisez que la personne avec qui vous essayez de partager votre monde n'a jamais pris la peine de pénétrer. Bianca n'a pas essayé d'appeler ce jour-là. Je ne sais pas si elle a trouvé la note immédiatement ou si elle a regardé le couloir vide pendant une heure en essayant de donner un sens au silence. Peut-être qu'elle est entrée dans la cuisine et a pensé que j'étais sous la douche. Peut-être qu'elle a vu la note avant même qu'elle déposait son tapis de yoga. Je n'ai pas demandé parce que cela n'avait pas d'importance. Je n'avais pas besoin de voir sa réaction. Je n'avais pas besoin d'une conversation de plus pour expliquer les mêmes choses que j'avais dites avec mon absence 100 fois auparavant. J'avais passé trop de temps à essayer de me traduire vers un si. Et pour la première fois depuis longtemps, moi aussi. Elle n'a plus appelé. Au lieu de cela, elle a laissé une messagerie vocale. Un de ces messages qui ressemble à quelqu'un qui essaie de ne rien ressembler à quoi que ce soit. Je me souviens de me tenir dans la cuisine de mon nouvel appartement versant du café dans une tasse ébréchée lorsque la notification est apparue. Juste son nom, pas de photo, juste la messagerie vocale Bianca. Je l'ai laissé reposer pendant un moment, une heure, peut-être deux. Lorsque j'ai finalement tapé play, l'audio a cliqué comme un fantôme en hausse. Vous auriez pu me parler au moins en premier, dit-elle, sa voix plate. Fatiguée. Vous n'avez même pas dit au revoir. Je me suis penché contre le comptoir,
laissant le silence s'étirer à la fin du message. C'était ça. Pas d'excuses, pas de questions, pas de panique, juste un outrage silencieux enveloppé dans les attentes. Elle était bouleversée, je suis sorti. Pas parce qu'elle voulait que je revienne, mais parce que je n'ai pas suivi le script. Je ne lui avais pas donné la fermeture qu'elle pensait mériter. La chance d'effectuer un chagrin d'une manière qui a préservé sa dignité. Mais la vérité est qu'elle n'a jamais dit bonjour. Pas pour moi. Pas à l'homme que je suis devenu dans ces laboratoires de fin de soirée. Dans les petites victoires qu'elle n'a jamais posées. Elle a dit bonjour à une version de moi qui correspondait à son monde. Le organisé, le mari de fond, le plus avec un potentiel. Elle a souri à la version de moi qui portait des costumes à Galas, qui a hoché la tête gracieusement lorsqu'elle est présentée aux gestionnaires de fonds de couverture et aux magnats de l'immobilier. Elle a épousé cette version. Elle a applaudi pour cette version, mais elle n'a jamais vu l'homme derrière elle parce qu'elle ne voulait pas. Après la messagerie vocale, je n'ai pas retourné l'appel. Je n'ai pas envoyé de SMS. Je n'ai rien posté cryptique. Je viens d'avancer. Des amis ont posé des questions. Certains étaient silencieux à ce sujet, d'autres pas tellement. Vous étiez parfait, a déclaré l'un de sourcils, fronçant les sourcils dans son cappuccino. Est-ce que quelque chose s'est produit? Demanda un autre, son ton étouffé comme si c'était des ragots d'une cour royale. Mais c'était toujours formulé de la même manière. Quelque chose s'est produit? Comme si c'était un moment, un événement. Une flamme singulière qui a brûlé toute la maison. Ce n'était pas le cas. C'était un motif d'eau coulant sur la pierre encore et encore jusqu'à ce que la forme de moi soit taillée en silence. C'était un rasoir par pouce. J'ai arrêté de les corriger. Arrêtez d'essayer d'expliquer ce que ça fait de rétrécir pour quelqu'un qui prétend vous aimer. Ce que c'est que d'être invité dans les chambres où votre présence est tolérée, pas valorisée. Où vos plus grandes réalisations sont rencontrées avec des hochements de tête polis parce qu'ils ne brillent pas comme le fait l'argent. J'ai continué à travailler. Le laboratoire fredonnait avec de l'élan. Après l'article de Forbes dans la pièce Ronello, l'intérêt a augmenté. Notre plateforme a commencé à attirer une attention sérieuse. Les investisseurs ont tendu la main, certains par véritable curiosité, d'autres pour la proximité des relations publiques. Le deuxième cycle de financement a été presque fermé. Samir et moi avons travaillé 14 heures de course vers une phase d'essai clinique qui ferait passer notre technologie du prototype au protocole. Une nuit, alors que je finalisais un deck d'investisseurs, un ami m'a envoyé un SMS, une capture d'écran de quelque chose que Bianca avait publié. Je ne l'ai pas demandé. Moi je n'en voulais pas, mais c'était de toute façon. Un selfie de son nouvel endroit. Vue de grande hauteur. Verre à vin à la main. La légende lue. Certaines personnes partent. Certains deviennent bruyants. Et certains d'entre nous continuent de grandir. Celui qui est devenu fort. C'est ce qu'elle m'a appelé. J'ai regardé l'écran pendant longtemps. Cela aurait dû me mettre en colère. Il aurait dû piquer. Mais tout ce que je ressentais était une sorte d'amusement fatigué. Elle ne l'a toujours pas compris. Elle pensait toujours que parler était la trahison. Cette rupture du silence nous a brisés. Mais je n'étais pas devenu fort. J'étais devenu clair. Si elle ne savait que combien de temps je suis resté silencieux avant de me laisser finalement respirer. Combien de fois j'ai choisi l'immobilité pour l'honnêteté juste pour maintenir la paix. Combien de versions de moi-même je me suis enfermé afin qu'elle puisse briller dans un monde qui n'a pas fait de place pour nous deux. Je n'étais pas celui qui est devenu fort. C'est elle qui m'a raffiné. J'ai pensé à répondre, à avoir pensé à laisser un commentaire, à quelque chose de vif et d'élégant. Mais ensuite j'ai fermé l'application et pose mon téléphone parce que je n'avais pas besoin d'être compris par la femme qui m'a organisé de sa vie. Je savais déjà qui j'étais. Je n'avais pas besoin de sa légende pour la réécrire. J'ai passé ce week-end à assembler les derniers meubles de l'appartement. Une étagère, une petite table d'appoint. J'ai trouvé une lampe vintage sur un marché local. Base en laiton, teinte jaune douce. Cela m'a rappelé le premier bureau que j'ai jamais étudié au collège. Tardivement enterré dans des revues biomédicales. À l'époque où tout ce que j'ai fait semblait essayer de prouver que j'appartenais dans la pièce. Maintenant, je n'essayais pas d'appartenir nulle part. J'avais construit la pièce. Dimanche soir, j'ai ouvert les fenêtres et j'ai laissé passer l'air du printemps à travers. J'ai fait des pâtes, pas par solitude, mais parce que c'était familier,
un réconfort que je n'avais besoin de partager avec qui que ce soit pour apprécier. Je me suis assis sur le sol, les jambes croisées, le bol à la main et j'ai regardé la lumière s'estomper derrière la ligne d'horizon. Il n'y avait pas de tristesse, pas de culpabilité. Il n'y avait que de l'espace. Espace pour penser. Espace pour rêver sans jugement. L'espace pour être exactement qui j'étais sans méditer pour approbation. Je n'ai plus vérifié la page de Bianca. Je n'ai pas demandé à nos amis communs comment elle allait parce que ce n'était plus mon histoire. Elle avait choisi son public. J'avais choisi ma voie. Nous n'étions pas en guerre. Il n'y avait pas de méchants. Juste deux personnes qui avaient cessé de parler de la même langue. Et l'un de nous avait finalement cessé de faire semblant de comprendre. Je suis celui qui est devenu fort, peut-être. Mais parfois, le volume n'est pas une question de son. C'est une question de présence. Et après des années de chuchotage à travers les dents serrées et les faux sourires, le simple fait de se tenir dans votre vérité est la chose la plus bruyante que vous puissiez faire. Le colis est venu un mardi. Pas d'adresse de retour, pas de note, juste une mince boîte rectangulaire à ma porte lorsque je suis rentré du laboratoire. Je me penchai, je l'ai ramassé, je l'ai retourné entre mes mains. Papier brun, bord scotché, pas d'écriture manuscrite, pas de cendre, le genre de mystère qui pourrait m'avoir énervé. Mais ce soir-là, je suis juste entré à l'intérieur et je l'ai mis sur le comptoir. L'appartement était calme, mon genre de calme. Le soleil avait plongé suffisamment bas pour laisser les barres obliques en or sur le sol en béton. Mon ordinateur portable cligna des yeux doucement du bureau. Le dîner mijotait encore sur le poêle, quelque chose que j'ai lancé ensemble sans trop réfléchir. Le parfum de l'ail et du thym se sont attardés dans l'air. Ça sentait la paix. J'ai ouvert la boîte lentement, repliant les volets avec des soins délibérés. À l'intérieur, enveloppé dans un tissu doux, se trouvait un cadre photo. Simple noir mat, pas d'ornementation, juste une image sous le verre. Je me tenais là à le regarder pendant longtemps. C'était moi, 27 ans, debout dans notre premier bureau, le bureau qui était vraiment un magasin converti à l'arrière d'un ancien entrepôt de Samir Cousin nous avait laissé utiliser rentrer. Je portais une blouse de laboratoire blanche avec une tache la plus aiguë sur la manche. Mes mains étaient gantées. Je tenais notre tout premier prototype dans les deux paumes comme si c'était fait de verre. Et je souriais, souriant, vraiment avec cet espoir sauvage et non graphique, seul quelqu'un que jeune et obsédé pouvait porter sans ironie. Moi n'avais pas vu la photo depuis des années. Bianca l'a pris. Je me souvenais clairement du moment. Elle s'était arrêtée avec le déjeuner, la nourriture thaïlandaise, les rouleaux de printemps, 2 contenants en plastique de curry rouge. Elle était entrée, m'avait vu allumé par un puits de soleil à travers la vitre de poussière et a dit « Attendez, ne bougez pas ». Puis elle a pris la photo avec son téléphone. À l'époque, elle était fière de moi, ou peut-être juste amusée par moi. Nous étions encore dans la phase où l'ambition ressemblait à du charme, et non à une menace, où mon obsession de la recherche était considérée comme noble et attachante, pas gênante. Elle a dû trouver la photo récemment, à creuser un vieux dossier ou une sauvegarde de cloud. Je l'imaginais de le tenir, débattant de l'envoi. J'ai imaginé la pause, l'incertitude. Ce n'était pas cruel. Ce n'était pas manipulateur. C'était comme une offrande, un fantôme de quelque chose qui avait autrefois été vrai. J'ai transporté le cadre à travers la pièce et je l'ai réglé doucement sur mon bureau à côté d'une pile de cahiers et l'itération actuelle de notre appareil. Plus mince, plus intelligent, breveté. Je me suis assis et j'ai regardé le garçon sur la photo. Il avait l'air si sûr, si plein de feu. Je voulais atteindre le verre et lui dire 2 choses. Premièrement, votre travail sera important. Et 2, ne rétrécissez pour personne. Il n'aurait pas encore compris la deuxième partie. Il n'avait pas vécu les dîners, les refus doux déguisés en étiquettes, les sourires serrés et les silences plus serrés. Il n'avait pas encore appris ce que ça fait d'être lentement réécrit par quelqu'un qui est censé connaître votre langue d'origine. Mais il le ferait, et il y survivrait. J'ai placé soigneusement le cadre pour qu'il soit incliné vers la fenêtre. Non pas parce qu'elle m'a manqué, mais parce que cela m'a rappelé une promesse que j'avais presque brisée que je ne me suis jamais excusé d'être cette personne. Le constructeur, le rêveur, celui qui a parlé de voix moléculaires et a oublié les anniversaires parce qu'il a été enterré dans des feuilles de calcul et des données de capteurs. Celui qui se souciait de la vie qui n'avait même pas encore été diagnostiquée. Cette photo était la preuve que j'avais toujours connu qui j'étais. Les applaudissements ne m'avaient jamais fait.
Aucun des deux n'avait le silence. Le lendemain matin, j'ai emmené le cadre au bureau, je l'ai mis sur l'étagère derrière mon bureau à côté du premier plan que nous avions jamais imprimé et d'un marqueur de tableau blanc fané qui n'a plus écrit, mais qui sentait toujours la caféine et l'invention. Lorsque notre nouveau chercheur est entré, Bromided, 23 ans, fraîchement diplômé, il l'a remarqué. « C'est toi ?» demanda-t-il en pointant la photo. « Ouais, dis-je, tournant sur ma chaise. À l'époque où nous ne savions pas si quelque chose que nous faisions allait fonctionner. » Il s'est rapproché. « Tu as l'air heureux. » J'étais, dis-je, et effrayé et brisé et obsédé. Il rit. « Cela semble maintenant. » Exactement comme maintenant, dis-je, souriant, moins la partie brisée. Il a souri et a recommencé à organiser l'équipement. Je l'ai regardé un instant. Cet nouvel empressement entre ses mains, la façon dont il a géré chaque article comme si cela pourrait déclencher un avenir. Et j'ai réalisé quelque chose. Je ne poursuivais pas approbation plus. Je n'attendais pas quelqu'un pour me nommer de valeur. La chambre était remplie de gens qui l'ont vu, qui le ressentaient, qui construisaient avec moi, pas au-dessus de moi. Les investisseurs avaient doublé leur soutien après notre dernier procès. Le conseil médical avait approuvé un déploiement limité. Nous étions à des mois du déploiement réel de vraies personnes en utilisant ce que nous avons construit pour capter le cancer avant d'avoir la chance de devenir mortels. Nous avons été présentés dans la nature câblée, dans la nature, dans les revues. J'avais l'habitude de lire dans les coins de la bibliothèque poussiéreuse avec des yeux larges et des surligneurs. Et d'une manière ou d'une autre, même au milieu de tout cela, je me sentais ancré, pas flottant, pas gonflé par des éloges ou des communiqués de presse, juste planté. Plus tard dans l'après-midi, Samir est entré dans mon bureau en tenant 2 cafés glacés et un sac en papier. « J'ai apporté les biscuits dangereux », a-t-il dit. « Vous avez travaillé comme un fou. »« Je suis un fou », j'ai répondu, prenant le café. « C'est dans la description de travail. » Il a placé sur la chaise en face de moi et a pointé la photo derrière moi. « C'est celui qu'elle a pris ? » ?»« Ouais. »« Pourquoi l'avez-vous mis ici ?» J'y ai réfléchi un instant avant de répondre. Pour me rappeler qui j'étais avant de demander la permission d'être lui. Samir hocha la tête. Il allait toujours devenir toi. Pas si j'essayais de m'intégrer dans le cadre de quelqu'un d'autre. Il y avait un long silence, mais ce n'était pas lourd. C'était une compréhension mutuelle. Il n'a pas appuyé. Il n'a pas plaisanté. Il m'a juste passé un cookie et a changé le sujet en budget de laboratoire et en site d'essai. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi le long de la rivière. Les lumières de la ville scintirent à travers l'eau. Et le vent portait l'odeur de la fin du printemps. Pollen terrestre, le premier soupçon de chaleur estivale. Je n'avais pas envie de vérifier mon téléphone. Je ne me demandais pas si Bianca avait publié autre chose. Je m'en fichais si elle pensait que je suis devenue bruyante. En fait, j'avais trouvé du volume, mais pas par des cris, pas à travers de petits retours ou des mouvements performatifs. Je l'avais trouvé à travers l'autofinition. En choisissant d'être dans des pièces où je n'avais pas à diminuer. En construisant une vie où le leçon le plus fort était ma propre intégrité qui résonne à moi. Quand j'ai atteint mon appartement, j'ai lancé mes chaussures, allumé une lampe et m'assis à mon bureau. La photo brillait doucement dans la lumière ambrée. J'ai regardé à nouveau ce garçon plein d'espoir, têtu et brillant, et je lui ai chuchoté, pas de nostalgie, mais par promesse. Vous n'avez jamais eu besoin de la permission de quiconque pour construire quelque chose de beau. Et maintenant, vous avez finalement cessé de vous excuser.